Monsieur Jean-Paul Demoule. Que nous apporte la génétique aujourd'hui dans la connaissance de cette flambée indo-européenne? Il y a eu un boom de la génétique depuis très peu d'années. Il y a 12 articles Princeps, comme on dit, qui ont paru en juin 2015 de deux équipes qui sont à la fois, qui collaborent, mais qui sont en même temps en rivalité, Iéna et Copenhague. Et mon livre était sorti quelques mois avant, donc c'est pas. J'en parle un tout petit peu dans la réédition, mais je suis en train de préparer justement un petit livre pour en tenir compte et répondre aux critiques. L'article de Hack comparait la culture dite des Tombafos, Yamnaya Kultura en russe. C'était 9 individus et la céramique cordée du nord de l'Allemagne, c'était 5 ou 6. Mais ça augmente petit à petit. Qu'est-ce qu'il apporte, cet article? Il montre que ces deux populations sont similaires? Il y aurait un déplacement qu'on retrouverait dans ces populations du nord de l'Europe, une composante génétique très proche de qui signifierait que les hommes des Tombafos, des steppes, se seraient déplacés jusque vers le centre de l'Europe, c'est ça, vers la Germanie, vers la partie nord de l'Europe, ce qu'on appelle la céramique cordée. Et dans quelle période ce déplacement? Aux alentours de 3000. Se sont répandus plutôt que déplacés, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours dans la zone originale, dans les steppes, mais ils se sont... Leur population a cru. Leur population a cru, oui. Alors, pour revenir à ces analyses, ça me rappelle un peu les débats autour du carbone 14 dans les années 60-70. Il y a des gens enthousiastes, tout est résolu, on n'a plus besoin de faire d'archéologie, on fait les dates. Et d'autres qui disaient, j'y crois pas, etc. La vérité, forcément, évidemment, au milieu. La crainte qu'on peut avoir, c'est de faire... ce réductionnisme biologique qui consisterait à dire équivalence entre un peuple et des gènes, comme fin 19e, début 20e, équivalence entre les formes des crânes, les races, entre, comme on disait à l'époque, et puis une population. Un dernier exemple que je vais donner, il y a un phénomène à la fin du 3e millénaire, donc entre 2006 et 2002, qu'on appelle la céramique campaniforme, où on voit dans toute la partie ouest de l'Europe le même type de céramique. Donc on se demande depuis plus d'un siècle qu'est-ce qu'il y a derrière, quel peuple, etc. Et on a eu un gros article qui a fait des analyses et il n'y a pas d'homogénéité. Il y a aussi bien une composante Europe centrale que péninsule ibérique dans le phénomène. Donc il n'y a pas coïncidence, heureusement d'ailleurs, entre culture matérielle et biologie. Voilà. Laurent Sagard, que vous inspire la génétique? Ces deux articles ne sont pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. En fait, ils arrivent en confirmation de théories migratoires qui avaient déjà été proposées par des archéologues, dont David Anthony, dans son livre de 2007, chapitre 17. Donc une migration depuis l'ouest des steppes par le Danube vers la zone de la poterie cordée, à peu près aux dates que donnent les généticiens, dans la même direction. Donc vous doutiez dans votre livre, Jean-Paul Demoule, de l'existence de ces migrations, en disant que les arguments employés par les archéologues comme Anthony sont forcés, mais le fait est que les généticiens viennent de confirmer l'existence de ces migrations. Donc une certaine discipline fait une hypothèse, une autre la soutient, donc on a une hypothèse qui est maintenant plus forte. La science, ça n'est pas, à mon avis, de dire qu'on sait tout, c'est-à-dire qu'on prouve des choses. Les mathématiciens et les logiciens peuvent prouver des propositions, nous ne pouvons pas. Ce que nous pouvons faire, c'est donner des hypothèses qui sont plus ou moins fortes, qui sont plus ou moins soutenues, et je pense que l'hypothèse, avec la publication de ces deux articles en génétique, l'hypothèse d'une expansion de population depuis l'ouest des steppes vers le nord de l'Europe, d'une part, et puis un autre article récent par Reich, ce groupe de Harvard, qui parle d'une expansion corrélative vers l'est, vers le nord de l'Inde. Donc ces hypothèses sont maintenant bien soutenues. Et il y avait des arguments archéologiques
pour les soutenir. En particulier, le type de tombe, enfin les tombes à fosse elles-mêmes se répandent vers l'ouest. Enfin, ce qui se répand, c'est d'enterrer les gens importants sous un tumulus, mais ça existait dans d'autres régions d'Europe. En revanche, la tombe à fosse, c'est pour ça qu'on l'appelait tombe à fosse, avec un puits très profond et le mort dans une chambre funéraire en bois et accompagné d'un char à 4 roues, qui est typique effectivement de la culture des steppes, de la culture des tombes à fosse, c'est pas du tout ce qu'on retrouve dans le Corday. Anthony donne des illustrations de tombes en Pologne avec des chariots à 4 roues. Dont certaines sont antérieures aux tombes à fosse. Il faut rappeler que c'est pas le char de guerre. À l'époque, c'est des gros chars à 4 roues pleines. La génétique, donc, voilà, peut confirmer, renforcer certaines hypothèses au détriment d'autres, et en particulier renforce cette hypothèse donc d'une expansion des steppes vers l'Europe centrale et vers l'Asie. Oui, je pense que c'est cela, oui. Je voudrais ajouter quelque chose sur la génétique, c'est que dans ces articles, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent aussi le patrimoine génétique. Ils disent, les Européens actuels, on peut faire 3 groupes. La composante des chasseurs-cueilleurs originels du Mésolithique, la composante des agriculteurs venus du Proche-Orient et la composante steppique. Or, ce que montre leur tableau, c'est qu'il n'y a aucune différence, en tout cas aujourd'hui, mais bon, on va dire le temps a passé, entre les locuteurs actuels de langue indo-européenne en Europe et les locuteurs de langue non indo-européenne comme le basque, le hongrois, l'estonien. Donc là c'est entièrement effacé. Et par ailleurs, la composante steppique, elle fait 50% que vraiment tout au nord, chez les Baltes, etc. Mais plus vous descendez vers le sud, même en Angleterre, elle est minoritaire. Mais ça n'est pas vraiment étonnant. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Personne ne dit qu'on sait tout. Si quelqu'un vous dit qu'il sait tout, c'est pas un scientifique. Je ne dis pas autre chose. Mais bon, il ne faut pas dire aussi que les gens disent qu'ils ont tout compris. Les linguistes n'ont pas... Je citais cette phrase d'Antoine Meillet au début du XXe siècle, les études indo-européennes ont atteint un stade impossible à dépasser. Et peu de temps après, on découvrait le hittite et le tocarien. Meillet s'est trompé, bien évidemment, mais aujourd'hui, personne ne dirait ça. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions qui peuvent subsister. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, peut-être au fil des découvertes, au fil de vos publications, de vos nouvelles recherches. En attendant, j'invite nos lecteurs à nous rejoindre sur Hérodote.net pour connaître les développements autour de ces recherches et de ces langues. Merci pour Hérodote.net. Merci. Merci à vous.